Bonsoir à tous, lundi 12 février, bienvenue pour une nouvelle semaine d'information locale sur TV 78. Et les titres de ce 7-8 journal. Séance du conseil départemental vendredi dernier à Versailles. Les élus ont reçu le préfet des Yvelines pour un bilan des services de l'État dans le département. Serge Morvan a été largement questionné sur la ligne 18 dont le calendrier modifié doit encore être dévoilé. Reportage. Les Yvelines touchées en ce début d'année par les intempéries. En première ligne, les agriculteurs, comment ont-ils été touchés par les inondations, la neige et le gel? Nous poserons la question à Frédéric Arnoux, président des jeunes agriculteurs d'Île-de-France. Le syndicat se réunit ce vendredi à Rosny-sur-Seine pour une assemblée générale élective. Et puis il s'agit de son 117e logement dans les Yvelines. Solidarité nouvelle pour le logement a inauguré un studio à Voisins-le-Bretonneux. C'est une personne en situation précaire qui va pouvoir en bénéficier le temps de retrouver une situation stable. Et puis nous reviendrons également dans ce journal sur la rencontre entre patrons de PME et dirigeants du CAC 40 ce samedi avec nos deux invités, deux présidents de PME yvelinoises qui ont participé à ce rendez-vous. C'est à suivre. C'est un exercice traditionnel devant le conseil départemental. Le préfet des Yvelines a présenté vendredi le rapport d'activité 2017 des services de l'État sur le territoire. Serge Morvan a ensuite échangé avec les élus qui ont pu lui poser leurs questions. Un sujet est revenu sur la table, la ligne 18. Les précisions avec ce sujet de Nicolas Dandry. Le calendrier des travaux de la ligne 18, c'est l'objet de la question posée au préfet par le conseiller départemental Olivier Delafère. Et le représentant de l'État dans les Yvelines a rappelé les concertations en cours sur ce dossier. Et les élus proposeront ensuite un bilan de leur concertation avant que le gouvernement n'arrête un nouveau calendrier dont la présentation est prévue, je l'ai dit tout à l'heure, lors d'un conseil de surveillance de la Société du Grand Paris en mars. La meilleure façon de ne pas traiter un problème, c'est de mettre en place des groupes de travail. C'est ce qui se fait aujourd'hui, alors que les choses sont claires. Cette ligne 18, on en a besoin. Alors c'est vrai qu'il y a 2024, les JO, mais il n'y a pas que ça. Il y a pour aussi arriver à trouver des solutions nouvelles de transport pour les personnes qui travaillent sur Saint-Quentin. Pierre Bédier, président du conseil départemental, est impliqué sur le dossier. Il a été reçu mardi 6 février au ministère des Transports. On nous a présenté 3 calendriers différents, donc c'était assez surprenant. Le tracé semble confirmé, le calendrier l'est beaucoup moins. Et donc on aimerait bien en savoir plus. Pierre Bédier a demandé qu'une étude soit faite pour qu'on sache exactement les coûts et la date d'activité, de mise en activité du chantier. Voilà, c'est ça qui nous interpelle et qui nous inquiète. Une inquiétude due aux problématiques autour du calendrier prévu pour 2024. L'ouverture de la ligne 18 sur la partie yvelinoise pourrait finalement être retardée. Un début d'année compliqué du point de vue de la météo. La région et le département ont subi de plein fouet 2 événements climatiques. Inondations fin janvier et la semaine dernière, vous l'avez vu sur notre antenne, des chutes de neige puis du verglas. Vous avez sans doute d'ailleurs eu encore quelques difficultés ce matin pour le verglas. Météo capricieuse, on pense forcément aux agriculteurs. Comment les intempéries ont-elles impacté ces agriculteurs? On va poser tout de suite la question à notre invité, Frédéric Arnoux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président des jeunes agriculteurs d'Île-de-France. Alors vous tenez ce vendredi une assemblée générale élective dans les Yvelines. On va en parler dans un instant. Déjà sur les intempéries, on peut dire que c'est une nouvelle souffrance vécue par les agriculteurs. Oui, alors je pense que si on veut faire un point de comparaison par rapport à l'année 2016, d'ores et déjà, on peut déjà dire que ça arrive plus tôt dans la saison, donc il y a moins de charges d'engager. Donc économiquement, c'est quand même un peu moins impactant. 2016, on rappelle, il y avait des rendements divisés par 2. 2016, c'était arrivé, rendement divisé par 2 pour les céréaliers, perte totale pour les maraîchers, perte totale pour les éleveurs. Donc c'est quand même beaucoup plus impactant. Cependant, il faut quand même savoir que là, ça arrive à une période où il y a quand même des cultures qui sont en place. Donc sur les céréales, notamment en blé et en colza, il y aura des pertes significatives. En maraîchage, il y avait aussi des cultures qui étaient implantées, donc sur ces cultures-là, il y aura aussi des pertes. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi le revers de la médaille, c'est qu'on aura aussi des cultures à implanter février-mars. Oui. Il y a des parcelles où il y avait 1,50 m d'eau. Autant vous dire que ça va être compliqué de remettre du matériel dans ces parcelles-là. Ouais, donc des récoltes complètement noyées sur certains endroits? Il y a des champs qui ont été complètement noyés et sur lesquels on ne pourra rien récolter, quoi. Et ça sera peut-être difficile de réimplanter quelque chose. Alors dans cet épisode des inondations, il y a eu une polémique qui a été lancée par Célia Blauel, adjointe à l'environnement à la mairie de Paris. Elle a affirmé que les agriculteurs étaient en partie responsables de la force de ces inondations. Pour elle, l'agriculture intensive, la disparition aussi des
haies réduisent la capacité d'absorption des terres. Quelle a été votre réaction, le fait de mettre finalement de la responsabilité sur le dos des agriculteurs? Bon, il y a deux choses. La première chose, c'est que tous les experts s'accordent à dire que les terres agricoles sont incapables de supporter 250 mm d'eau en 2 mois, Oui. et de les infiltrer comme ça. Enfin, tous les experts s'accordent à le dire. La deuxième chose, c'est que Mme Loël habite quand même en ville. Elle sait quand même que l'urbanisation et la bétonisation des sols et l'artificialisation des sols, ça aide quand même pas à faire évacuer l'eau. Sans parler des zones inondables qui sont aujourd'hui construites et qu'on continue à construire sans jamais se remettre en question. Donc je pense qu'avant de remettre en cause l'agriculture, elle ferait mieux déjà de se remettre en question sur ses envies d'urbanisation autour de Paris, quoi. Alors après les inondations, deuxième souci climatique, il y a eu la semaine dernière un épisode de neige et de gel sur le département. Est-ce qu'il y a là, pour le coup, il va y avoir une incidence sur les récoltes ou l'épisode n'a pas été assez long finalement? Alors bon, c'est un peu tôt pour le dire. Oui. Je pense qu'en arboriculture, il y aura quand même des choses à surveiller parce qu'on a eu quand même jusqu'à présent un temps assez doux, assez chaud et du coup, les végétations et notamment les arbres étaient quand même plutôt à un stade avancé. Donc, il faudra voir quand même les impacts du gel. Sur le reste, je pense que le fait d'avoir eu entre 15 et 20 cm de neige avant, ça a permis de passer cet épisode de gelée parce que la neige fait office de manteau protecteur pour les cultures. Donc, c'est quand même un mal pour un bien. Mais voilà, il est trop tôt pour tirer les conclusions. Mais c'est sûr qu'on sera vigilant aux conséquences que ça aura. Alors à quelques jours de l'ouverture du Salon de l'agriculture, les jeunes agriculteurs d'Île-de-France que vous représentez se réunissent en assemblée générale élective. C'est dans les Yvelines et ça sera ce vendredi à Rosny-sur-Seine. L'occasion notamment de réélire les instances du syndicat au niveau régional. Vous avez été élu il y a 2 ans à la tête donc des jeunes agriculteurs d'Île-de-France. C'était à Étréchy en Essonne. Est-ce que ce vendredi vous serez candidat pour un deuxième mandat? Écoutez, je pense que oui, je serai candidat. Après, le résultat, je le connaîtrai que vendredi. Non, je pense que c'est important quand on est jeune, on apprend en fait. Il y a 2 ans, quand je suis arrivé, je maîtrisais pas du tout les sujets. Je débutais un petit peu et je pense qu'au bout de 2 ans, c'est là où on commence à être un peu efficace. C'est un peu dommage de partir au bout de 2 ans. Voilà, je trouve que ça a du sens de rester et puis avec 2 ans de recul, maintenant, je vois exactement quelles sont les priorités et quelles sont les choses sur lesquelles on doit avancer. Et oui, en effet, ça s'inscrit dans une continuité. Alors justement, si on revient 2 ans en arrière, 3 caps que vous étiez fixés à l'époque, installation, environnement et aussi communication positive, c'était les 3 caps de l'époque. 2 ans après cette élection, quel bilan vous pouvez dresser? Si on prend, je pense qu'on a quand même réussi à faire avancer certaines choses. Bon, la communication, on a créé une marque qui s'appelle Le Bon Sens Paysan, qu'on peut retrouver sur Twitter et sur Facebook. Toutes les 2 semaines, il y a quand même un visuel qui sort, qui permet de mettre en avant le travail des agriculteurs au moment où paraît la publication. Donc c'est important de communiquer sur notre métier et que les gens sachent bien ce qu'on fait à un moment donné. Voilà. Plutôt que de se poser des questions et d'avoir de mauvaises réponses, au moins ça permet d'éclaircir des fois certaines questions. En termes d'installation, on a pas mal fait évoluer les choses. En effet, pendant ces 2 ans, on s'est beaucoup appuyé sur le fait d'essayer de faire en sorte que nos jeunes puissent s'installer dans les meilleures conditions. Donc on a travaillé avec l'ensemble de nos partenaires, que ce soit les banques, les assurances, les coopératives, la Chambre d'agriculture, le Conseil régional, l'État. Enfin voilà, on a essayé de réunir tous les partenaires pour essayer de mettre en place de nouveaux dispositifs qui permettent à nos jeunes de s'installer dans de bonnes conditions. Et puis ça sera aussi la continuité, c'est de maintenant travailler sur la résilience de ces porteurs de projets et faire en sorte qu'ils soient les mieux protégés possibles et qu'ils soient de plus en plus capables à passer les aléas, qu'ils soient climatiques, économiques, ou climatiques. Très bien. Et puis on a aussi mis en place un nouveau dispositif à l'installation qui a permis aux jeunes qui redonne envie aux jeunes de passer par le parcours aidé. Donc vous savez que les jeunes ont des aides à l'installation et aujourd'hui on a un nouveau dispositif qui leur permet de presque toucher le double du montant. Donc en gros, pour être transparent, on passe de 15 000 à presque 30 000 euros d'aide de trésorerie au démarrage, ce qui est quand même non négligeable. Un mot rapide, très, très rapidement sur le thème de cet AG, ça sera quel avenir pour l'agriculture à l'échelle de l'Europe? On imagine une thématique importante en ce moment même où a été ratifié récemment le traité du CETA, un traité de libre-échange entre l'UE et le Canada et qui suscite beaucoup d'inquiétudes chez les agriculteurs.
Non, les agriculteurs, on s'est toujours vus comme des Européens convaincus. Donc oui, on croit en l'Europe, on croit en l'avenir et on croit en ce qu'elle peut nous apporter. Seulement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de questionnements. On aimerait bien savoir où est-ce qu'on va. On voit bien qu'il y a des grosses distorsions de concurrence au sein de l'Union européenne. Et l'idée de cette table ronde, où on invite notamment Angélique Delahaye, qui est députée européenne, et Christophe Hilleret, qui est président de la Chambre de région Île-de-France, mais qui est aussi membre du COPA-COGECA à Bruxelles. L'idée, c'est qu'on puisse vraiment éclaircir ces points d'interrogation pour qu'on puisse avancer un peu plus sereinement dans l'avenir. Merci Frédéric Arnaud d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président des jeunes agriculteurs d'Île-de-France. Et pour plus d'informations sur ce syndicat agricole, vous pouvez vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Rendre le logement plus accessible aux personnes en situation précaire, c'est le mot d'ordre de Solidarité Nouvelle pour le logement. Cette association œuvre depuis 25 ans pour permettre aux plus fragiles de se loger décemment. Elle a inauguré vendredi dernier un nouveau studio à Voisins-le-Bretonneux. Camille Lambert était sur place. 32 mètres carrés, coin cuisine, salle de bain et vue sur cour, ce sera le nouveau logement d'une personne en situation précaire. Il a rejoint la flotte de l'association Solidarité Nouvelle pour le logement. Les personnes qui viennent dans les logements SNL ont des profils extrêmement différents. Ça peut être des personnes qui viennent de la rue, ça peut être des personnes qui dorment dans leur voiture, des personnes en situation de suroccupation dans un logement. Au total, tout compris, on en est à peu près à 300 € de loyer par mois. Objectif, louer à des personnes en difficulté le temps qu'elles retrouvent une situation stable. Ce logement est le 117e dans les Yvelines. SNL acquiert et rénove les futures habitations. Depuis 1997, elle est venue en aide à près de 500 familles dans le département. Nous leur donnons un tremplin pour rebondir dans la vie. Les familles restent environ 2 ans et demi ou 3 ans avec nous pour se ressourcer, pour repartir. Avoir un logement, c'est pouvoir se projeter. Tant qu'on n'a pas de logement ou qu'on vit dans des conditions de surpeuplement, ce n'est pas possible. Pour obtenir ce nouveau studio à Voisins-le-Bretonneux, 160 000 € ont été nécessaires pour l'achat et la rénovation. Un financement partagé avec la ville, l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, l'État et la Fondation Abbé Pierre. 19 nouveaux projets sont en cours, notamment à Viroflay et à Bennes. Des logements solidaires également inaugurés en fin de semaine dernière à Guyancourt. C'est la résidence sociale La Minière dans le quartier du Pont du Routoir. Géré par Adoma, l'ensemble compte 192 studios meublés et des solutions temporaires pour des travailleurs masculins, des retraités ou encore des familles monoparentales et des couples sans enfants. Les résidents s'acquittent chaque mois d'un reste à payer adapté à leurs ressources et situations familiales. Objectif à terme, retourner dans le parc immobilier traditionnel. Propos recueillis par Marilène Yapichino. Ce qui est important sur Guyancourt, c'est que chacun puisse effectivement se loger, quelle que soit sa situation. Et cette résidence, elle permet de répondre à des familles, à loger des familles qui sont à des moments d'un parcours de vie qui sont un petit peu accidentels, qui leur permet temporairement de trouver un logement et de pouvoir après effectivement rebondir. Pendant ce temps sur cette résidence, ça leur permet avec des travailleurs sociaux de pouvoir monter des dossiers pour pouvoir effectivement après avoir un logement plus pérenne, mais pouvoir les aider aussi dans des démarches administratives ou pour des retours à l'emploi. Des patrons de PME et des dirigeants du CAC 40 pour un grand tête-à-tête pour la croissance. Le top, c'est le nom de cette rencontre qui s'est tenue ce samedi au Conseil économique, social et environnemental à Paris, organisé par l'AFEP. C'est l'association qui regroupe 120 des plus grandes entreprises françaises. Des speed dating de 10 minutes pour faire du business et aussi glaner quelques conseils. Avec moi sur ce plateau, 2 participants à cet événement. Thierry Gaudin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de France Thermique, une société basée à Montigny-le-Bretonneux, et Fabrice Pro-Revener, également avec moi en plateau. Bonsoir. Président de Setway, une société de services en ingénierie qui est basée à Versailles. On va commencer par un petit tour de table, justement. Un petit mot sur votre activité, Fabrice Pro-Revener. On fait de la prestation pour les industriels, principalement dans l'automobile et l'aéronautique. On est basé en Île-de-France avec des activités aussi dans le sud-ouest et dans l'ouest de la France. Thierry Gaudin, France Thermique, fabrique, conçoit et installe des équipements de combustion. Oui, donc des brûleurs industriels qui sont utilisés en chauffage urbain, incinération d'ordures ménagères et dans l'industrie lourde pour fournir
souvent la vapeur sur les usines. Donc vous avez tous deux participé, je l'ai dit, à cet événement top. C'était donc samedi, le top. Thierry Gaudin, pardon. Comment vous avez déjà entendu parler de cet événement et pourquoi avoir voulu y participer ? Alors, tout simplement par les réseaux sociaux, ouais. à notre époque. Et pourquoi avoir voulu y participer? Parce que d'abord la moitié de nos clients étaient présents côté grandes entreprises, que tous ces clients ont réussi depuis longtemps leur internationalisation et que notre enjeu principal est de réussir la nôtre. Donc j'étais venu glaner des conseils. Et de votre côté ? Nous, on a pu se présenter grâce à notre banque, qui nous suit depuis des années, qui est la Société Générale, qui était un des sponsors de cette manifestation. Et nous, c'était pour développer dans d'autres secteurs économiques. On est très présent dans l'aéronautique et l'automobile et on voulait aller vers le secteur de l'énergie et du recyclage. Alors c'est une participation qui s'est faite sur sélection. Vous étiez plus de 400 patrons présents samedi. Vous avez dû faire acte de candidature, c'est ça, pour y participer ? Alors en fait, on a rempli sur un site internet des descriptifs et on a fait des choix par rapport aux sociétés qui étaient présentes. Et on avait 4 choix à faire. Justement, voilà. Quel choix du côté de France Thermique? Quel choix vous avez fait quel patron, quel dirigeant avez-vous voulu rencontrer? Pour ma part, j'ai privilégié l'industrie, parce que nous avons pour clients l'industrie et les services collectifs. Et dans l'industrie, donc j'ai choisi Saint-Gobain, Arkema, Imerys et Sugden. Donc c'était des entretiens à chaque fois, des speed dating, on peut dire de 10 minutes, c'est ça, 7 à 10 minutes? 7 minutes. 7 minutes, très précisément. Quelles questions vous avez pu leur poser à ces dirigeants? Eh bien, de savoir comment est-ce qu'ils pouvaient nous aider à exister commercialement à l'export, donc à créer une image et à donner confiance dans la société. Fabrice Pro-Reveneur, vous, quel patron avez-vous voulu rencontrer et quelles questions? Alors, 2 axes. Primo, les ESN, les entreprises de services numériques avec Capgemini, parce qu'on veut aussi se développer dans ces domaines-là. Et après, comme je vous disais, dans l'environnement, avec Veolia et Suez. Voilà. Nous, c'était effectivement un peu différent. C'est comment développer, amener nos spécialités qui sont plutôt automobiles et aéronautiques dans ce domaine de l'énergie et voir si techniquement il y a des passerelles possibles et devenir comme nous on est des prestataires, enfin des sociétés et fournisseurs importantes au niveau de ces domaines-là. Et est-ce que vous avez obtenu toutes les réponses, tous les conseils que vous étiez venu chercher? On a déjà pu rentrer en contact avec du top management, le top management de ces entreprises-là. Après, il y a des échanges de cartes, des pointeurs qui ont été identifiés et peut-être des intérêts communs, ce qui est le principe même du business. Thierry Gaudin, vous, de votre côté, vous avez pu obtenir les réponses, les conseils aussi Donc, en tout cas, des pistes qui, j'espère, vont déboucher, mais par exemple, pour trouver des agents en Russie, en Chine, nous accompagner dans les filiales du groupe qui sont présentes à l'étranger, etc. Dernière question pour refermer cet entretien, petit tour de table. Quel bénéfice ça a pu vous apporter cette rencontre et de quelle manière vous en êtes sorti grandi? Thierry Gaudin. C'est une question difficile, mais qui mérite d'être posée. Thierry Gaudin. Oui, donc je pense qu'en fait, c'est l'occasion de rencontrer des gens d'un niveau qu'on ne rencontrerait pas. Oui. Et donc d'avoir une représentation concrète du management de ces entreprises. Et pour cette moi, je crois plus à la gravité que la capillarité. Et donc, c'est-à-dire que s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Et là, on a eu l'occasion en fait de se présenter et de montrer ce qu'on était capable de faire. Voilà. Alors j'espère que ça débouchera sur du business derrière. On verra bien après. La FEP a parlé de renouveler ce genre d'expérience. Vous pourriez y participer de nouveau? Volontiers, oui. Ça me semble indispensable. Merci en tout cas à vous deux d'être venus témoigner de cette expérience sur ce plateau. Thierry Gaudin, je rappelle, président de France Thermique à Montigny-le-Bretonneux, et Fabrice Pro-Reveneur, président de Setway, une société qui est basée à Versailles. Merci. C'était samedi également, le CFI de Montigny-le-Bretonneux a ouvert ses portes au public. CFI pour École connectée au futur de l'industrie. Cette journée était l'occasion d'en apprendre plus sur la robotique, le génie informatique ou encore la domotique. Des formations qui sont accessibles dès après le bac. Reportage d'Aurélie Ronze et Nicolas Dandry. Là maintenant, je vais alimenter le ventilateur qui va servir pour la climatisation. Jean est en licence coordinateur de projets et objets connectés au CFI de Montigny-le-Bretonneux. Après un BTS électronique, il a choisi de suivre cette nouvelle formation proposée par l'école connectée au futur de l'industrie. Son objectif, monter sa propre entreprise dans quelques années. On apprend la coordination, la gestion des équipes, savoir faire des réunions, savoir fixer des objectifs,
répondre à des appels d'offres, savoir négocier. En plus de formations en lien avec la domotique, le CFI de Montigny-le-Bretonneux permet de se former en électronique et robotique, mais aussi en réseau et génie informatique. Cette école de la Chambre de commerce et d'industrie d'Île-de-France accueille 350 jeunes apprentis. Toutes les formations sont en alternance. Sur les cycles de BTS, nous avons effectivement une alternance d'une semaine, une semaine entreprise, une semaine au CFA. Sur les cycles d'écoles qui vont de Bac plus 2 à Bac plus 5, là l'alternance est différente puisque les jeunes ont besoin d'avoir plus de temps ou au CFA ou à l'entreprise pour pouvoir développer des projets. Donc là, effectivement, l'alternance peut aller 2 mois, 2 mois, 3 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Mais le chantier, l'installation, la nouvelle technologie, je trouvais que c'était pas mal. Et puis contrôler sa maison à distance, ou son bâtiment, du coup, ça m'a beaucoup plu. Moi. Des métiers d'avenir qui offrent de nombreux débouchés. 80% des jeunes trouvent un emploi dans les 6 mois après l'obtention de leur diplôme. Un mot de sport et du cyclisme, on le pensait à la retraite à 106 ans. Robert Marchand était de retour ce dimanche sur la piste du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, un peu plus d'1 an après son record de l'heure. Il a réalisé hier 16 tours pour une distance totale de 4000 mètres. Robert Marchand devait en réaliser 10 initialement. On écoute la réaction de ce sportif, pas comme les autres, au micro de Nicolas Dandry. Je ne croyais pas que j'aurais été capable de rouler encore. Voilà. Et vous êtes content de revenir ici? Oh, bah, bien entendu, c'est pas incroyable, mais c'est même pas croyable. Et ça a été mieux que j'avais peur. Mais j'ai été mieux que je croyais. Voilà. En handball, le choc de la 12e journée de National 3 Plaisir. Deuxième se déplaçait sur le parquet du 3e Massy, équipe réserve de la formation qui évolue en Star League. C'est le plus haut niveau français. Le match s'est terminé par une victoire des Essoniens dans les dernières secondes. Score final 28-27. Résumé de la rencontre avec Mickaël Elmidoro et Nicolas Dandry. Une défaite rageante pour les jaunes et noirs de Plaisir après avoir mené pendant une grande partie du match à l'extérieur. Les Yvelinois 2e de National 3 n'ont pas réussi à conserver leur avantage et s'inclinent contre leur poursuivant au classement Massy. Score final 28-27. Forcément déçu parce que je pense qu'on avait toutes les armes pour gagner le match. Ils ont joué au métier, ils ont pas paniqué quand ils étaient à -4. Ils sont revenus petit à petit au score et nous, voilà, on a acheté des ballons un peu trop bêtement, là où on aurait dû attendre un peu plus, travailler un peu plus autour de leur défense. On fait une entame de match irréprochable et derrière, on donne beaucoup trop de ballons à l'adversaire. Un retournement de situation orchestré par le gardien de Massy, Justin Porta. L'homme clé de cette rencontre a mis en échec les Plaisirois en réalisant une quinzaine d'arrêts pendant la partie. Il faut le féliciter de sa partie et je n'irai pas dans le registre de dire que le gardien n'est pas bon, bien au contraire. Maintenant, il faut être parfois capable de savoir lire les modes de jeu des joueurs adverses. Et dans ce registre-là, on a été très mauvais, on a tiré toujours dans le même mode de jeu. Et le gardien a fait toutes ses parades dans les mêmes intentions, donc voilà, c'est assez frustrant. Au classement, ce résultat permet à Massy de revenir à hauteur des Plaisirois à la 2e place du championnat avec 28 points chacun. Une défaite qui pourrait remettre en cause les espoirs de montée du promu Yvelinois. Maintenant on est attendu, je pense qu'on était un peu la surprise des matchs allés, des phases allées. Je pense que c'est pas pour rien aussi que Massy nous a aligné quelques bons joueurs. Parce que voilà, maintenant il n'y a plus l'effet de surprise, donc on va être attendu un peu partout et à nous de faire en sorte d'élever notre niveau de jeu. Les Plaisirois devront élever leur niveau de jeu dès leur prochain match. Ils recevront le dimanche 4 mars le leader Saint-Paulois. Cette fois-ci, défaite interdite pour ce choc. Avant de conclure ce journal, c'était la 4e édition ce samedi. Le salon des métiers d'art de Rambouillet se tenait donc samedi, je l'ai dit. L'événement à vocation caritative est organisé chaque année par le Rotary Club de la ville. Une quarantaine d'exposants présents. Retour sur cet événement avec Nicolas Dandry et Mélanie Poquet. Le Tuan Simpson participe pour la seconde fois au Salon des métiers d'art de Rambouillet. Cette unimontaine s'est lancée dans la peinture sur porcelaine depuis 2 ans. J'ai une clientèle qui commence à se faire. En fait, ça fait 2 ans que je suis installée en tant que peintre sur porcelaine et je recherche vraiment des vrais salons de métiers d'art qui correspondent en fait à mon activité. Ce week-end, s'était donné rendez-vous tourneurs sur bois, verriers ou encore couturiers. Les intempéries de la semaine dernière n'ont pas refroidi les visiteurs.
La qualité des artisans est absolument impressionnante. Enfin, ils sont, a priori, ce que je vois, c'est vraiment très, très joli, très bien fait, très, très, très beau. Donc, je pense qu'on reviendra. On est venu ce matin par curiosité. Par pure curiosité, donc pour voir un peu ce qui pouvait se faire en termes d'innovation sur les différentes matières. Ce salon a aussi un but caritatif. Tous les bénéfices sont reversés à l'association L'Étoile de Martin. La première casquette, c'est de financer le matériel pour la recherche des enfants qui sont atteints du cancer. Et sa deuxième casquette, c'est de leur permettre, quand ils sont à l'hôpital, de passer le temps plus rapidement en prenant des prestidigitateurs, en prenant des clowns. Pour cette 4e édition, le salon a réuni une 40aine d'exposants. C'est la fin de ce journal. Très bonne soirée et excellente semaine à tous sur TV78.